Noël, c'est réservé à la famille, m'a envoyé mon père par texto. Les beaux-parents de ta sœur sont des cadres dirigeants. Nous ne pouvons pas t'inviter. J'ai répondu, d'accord. Lundi, le beau-père de ma sœur est entré dans mon bureau d'angle pour une réunion de partenariat. Il a vu la couverture de fortune, puis moi. Il s'est mis à hurler, parce que je m'appelle Sharon Foster et, avec le recul, j'aurais dû me méfier davantage de la chaleur apparente dans l'invitation de mon frère. Le trajet depuis le Vermont jusqu'à Riverside, dans le Connecticut, nous avait pris 4 heures. 4 heures de Maverick, fredonnant sur du rock classique, tandis que notre fille, Willa, lisait sur la banquette arrière, le nez plongé dans un exemplaire usé d'Anne la maison au pignon vert. 4 heures où notre fils, Jude, demandait toutes les 30 minutes si nous étions enfin arrivés, son excitation à l'idée de voir l'oncle Reed bouillonnant comme un soda oublié trop longtemps au soleil. Maverick s'était habillé comme à son habitude, une chemise en chambray souple de chez LL Béant, un pantalon kaki qui avait connu des jours meilleurs mais lui allait parfaitement, et ses mocassins en cuir marron qu'il avait fait ressemeler 2 fois parce qu'ils étaient, selon lui, enfin bien faits à son pied. Ses cheveux poivre et sel étaient légèrement ébouriffés par la route, et il arborait ce sourire facile d'un homme totalement à l'aise dans sa peau. Pour ma part, j'avais choisi une simple blouse en soie crème et un pantalon bleu marine, assorti aux boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Willa portait une robe Ralph Lauren vintage que j'avais dénichée dans une vente de succession, un rose poudré avec des broderies délicates, le genre de qualité qui traverse les décennies. Jude, lui, portait son polo préféré et un pantalon kaki bien repassé, ressemblant à un modèle miniature de catalogue BCBG, même s'il avait déjà réussi à froisser le devant au moment où nous nous sommes engagés dans la longue allée, peu après 7 heures du soir. Le manoir se dressait devant nous comme une scène de cinéma, des colonnes blanches étincelant sous la lumière du début de soirée, des fenêtres illuminées par des lustres majestueux, et une pelouse entretenue avec la perfection d'un terrain de golf. Des voitures de luxe bordaient l'allée circulaire, des Mercedes, des BMW, et une Bentley qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Waouh, souffla Jude, le visage collé à la vitre. L'oncle Reed habite ici? Il loue ici, rectifiai-je doucement, bien que mon estomac commence déjà à se nouer d'inquiétude. Maverick ne dit rien, mais je surpris le léger plissement de ses yeux alors qu'il observait la scène, ce regard analytique qu'il adoptait lorsqu'il écrivait ou cataloguait des détails. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Moi, je savais mieux. Mon mari observait toujours, calculait toujours, bien que peu de gens soupçonnent que cet homme calme, se présentant comme rédacteur indépendant sur la nature, soit autre chose que cela. Nous nous sommes garés entre une Tesla et une Jaguar. Notre break Volvo fiable, sûr, âgé de 8 ans ressemblait au véhicule du personnel. La fête débordait sur la grande terrasse du manoir et sur la pelouse immense. Des femmes portaient des robes de créateurs qui valaient probablement notre budget de course pour 6 mois, et des hommes arboraient des costumes si impeccables qu'ils auraient pu couper du verre. L'air sentait le parfum coûteux, le champagne, et cette odeur particulière de la richesse, ce mélange indéfinissable de privilèges et d'exclusivité qui donne aux non-initiés l'impression de respirer un air différent. Nous avons gravi les marches de pierre. La main de Willa a trouvé la mienne, sa paume était légèrement humide. Elle avait 9 ans, et était assez perceptive pour sentir quand elle n'était pas tout à fait à sa place, bien qu'elle ne le dise jamais. « Tu es magnifique, ma chérie », lui murmurai-je. Elle me serra la main en réponse. Une coordinatrice, munie d'un porte-bloc et d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, nous a interceptés à l'entrée. « Vos noms, s'il vous plaît ?» Sharon Foster. Voici mon mari, Maverick Miller, et nos enfants. Elle parcourut sa liste, son expression changeant de manière presque imperceptible, pas impolie, exactement, mais plus froide. Ah, oui, la famille du Vermont. Par ici. Je sentis la main de Maverick se poser légèrement sur le bas de mon dos alors que nous la suivions à travers la foule. Nous sommes passés devant la zone VIP, une section surélevée de la terrasse offrant la meilleure vue et le meilleur éclairage, avec des petits groupes de tables de cocktails drapés de lin ivoire. C'est là que j'ai aperçu Reed, mon jeune frère, tenant salon au milieu d'un cercle d'invités. J'ai pensé qu'il allait venir vers nous, nous présenter fièrement au cercle de sa fiancée. Nous avions fait 4 heures de route. J'avais apporté un cadeau, un livre en édition originale trouvé pour Hélène, quelque chose qu'elle apprécierait, pensais-je. Au lieu de cela, les yeux de Reed ont brillé d'un éclat que je n'avais jamais vu diriger contre moi auparavant, de l'embarras. Il a jeté un coup d'œil aux invités autour de lui tous parfaitement coiffés, rayonnant de cet éclat de l'argent frais puis nous a regardés, dans nos habits LL Béant et notre Ralph Lauren vintage.
Il n'a pas bougé. La coordinatrice nous a conduits au-delà de la zone VIP, au-delà de la zone principale située près du bar et de la piste de danse, et même au-delà des tables secondaires. Nous avons fini à une table ronde, nichée dans un coin près de la porte des cuisines, là où les serveurs passaient en courant avec des plateaux et où la musique était étouffée par le mur. Ici, l'éclairage était plus sombre. La vue donnait sur l'entrée de service. C'était la marge. Profitez bien de la fête, dit la coordinatrice en se détournant déjà. Maverick m'a tiré une chaise, ses mouvements étaient calmes. Il a aidé Willa à s'asseoir, puis Jude. Lorsqu'il s'est enfin assis à mes côtés, il est resté silencieux, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper, juste un peu, juste assez. « Maman, pourquoi on est assis près de la cuisine ?» demanda Willa à voix basse. « C'est très bien, ma puce. On peut tout voir d'ici, mentis-je d'un ton enjoué. Mais nous savions tous les deux. Le placement n'était pas aléatoire. C'était un message. » De l'autre côté de la terrasse, Reed riait à une boutade de l'un de ses invités, sa coupe de champagne levée bien haut. Il n'a plus regardé dans notre direction. Maverick s'est adossé à sa chaise, ses doigts tambourinant une fois, puis deux, contre la nappe. Pour n'importe quel observateur, il semblait détendu, moyennement intéressé par le spectacle. Mais je connaissais ce regard. J'étais marié à cet homme depuis 12 ans. Il prenait des notes, et les notes de Maverick Miller entraînaient toujours des conséquences. La fête bourdonnait autour de nous comme une machine exclusive que nous n'étions pas censés comprendre. Des serveurs glissaient devant notre table sans un regard, leurs plateaux orientés vers la section VIP. Des rires flottaient depuis le centre de la terrasse, où Reed et sa fiancée Hélène trônaient sous des guirlandes d'ampoules Edison qui baignaient tout d'une lueur dorée et flatteuse. Notre coin, lui, subissait les reflets fluorescents de la cuisine. Jude balançait ses pieds sous la table, toujours excité malgré notre exil. « Quand est-ce qu'on mange ? Je meurs de faim. »« Bientôt, mon grand, » dit Maverick en lui ébouriffant les cheveux. Il avait maintenu cette attitude décontractée depuis notre installation, mais j'ai remarqué qu'il avait positionné sa chaise de biais, afin de mieux observer l'ensemble de la fête. L'œil de l'écrivain, disaient les gens. Toujours à l'affût de matière pour ses livres. Si seulement il savait. Un mouvement attira mon attention. Hélène glissait vers nous, sa robe couleur champagne accrochant la lumière comme du sucre filé. Elle était belle de cette manière calculée, chaque cheveu en place, un maquillage appliqué avec une précision chirurgicale, et des bijoux qui annonçaient leur prix sans avoir besoin de mots. À 28 ans, elle avait perfectionné l'art de paraître coûteuse. Elle s'arrêta à notre table, son sourire figé en place comme une couronne. Sharon. Sa voix avait ce ton particulier de fausse chaleur que j'avais déjà entendu généralement juste avant qu'une insulte déguisée en inquiétude ne soit lancée. Je suis si contente que vous ayez pu faire tout ce chemin depuis le Vermont. Ça a dû être un sacré voyage. 4 heures, dis-je calmement. Ce n'est pas si terrible. Eh bien, vous êtes plus courageuse que moi. Je ne pourrais pas imaginer vivre si loin de la civilisation, dit-elle en riant d'un son cristallin. Mais je suppose que c'est le mode de vie artistique, n'est-ce pas? Reed m'a dit que vous travaillez pour une association à but non lucratif. Ce doit être tellement épanouissant. La façon dont elle a prononcé « épanouissant » sonnait comme un prix de consolation. La main de Maverick a trouvé la mienne sous la table, son pouce frôlant mes articulations. Un rappel silencieux, laisse-la parler. Ça l'est, répondis-je simplement. Le regard d'Hélène balaya nos enfants, s'attardant sur la robe de Willa. Et ce doit être votre fille. Quelle charmante robe vintage. Très pittoresque. Le sourire de Willa vacilla. À 9 ans, elle ne pouvait pas tout à fait décoder l'insulte enfouie dans le compliment, mais elle en sentait le tranchant. C'est du Ralph Lauren, dis-je d'une voix mesurée. Des années 80. Une meilleure qualité que la plupart des choses fabriquées aujourd'hui. Oh, absolument. Le vintage peut être charmant, répondit Hélène, son sourire s'aiguisant. C'est juste que les gens ici ont tendance à préférer les collections actuelles, vous voyez? Directement sorties des défilés. Mais il y a un certain mérite à se contenter de ce que l'on a. C'est très débrouillard. Se contenter, comme si nous étions à 2 doigts de la friperie par nécessité plutôt que par choix. Un serveur apparut dans la section VIP avec un plateau de canapé. Hélène prit congé d'un geste gracieux et revint quelques instants plus tard, guidant un petit groupe d'invités vers nous,
comme un guide de safari montrant des spécimens exotiques. Tout le monde, voici Sharon, la sœur de Reed. Elle me désigna de sa coupe de champagne. Elle vit recluse dans le Vermont pour trouver l'inspiration artistique et travaille pour une organisation caritative. Une vie qui est, eh bien, très paisible, mais sûrement un peu déconnectée de notre monde trépidant, n'est-ce pas? Les invités sourirent poliment, leur regard glissant sur nous avec un désintérêt exercé. Je pouvais lire le récit qu'Hélène était en train de tisser, la sœur incapable de s'en sortir dans le monde réel, qui s'était enfuie à la campagne pour jouer à la paysanne, et qui assistait maintenant à des événements comme celui-ci en guise de rappel de ce qu'elle avait laissé derrière elle ou de ce qu'elle n'avait pas réussi à accomplir. En réalité, dit Maverick calmement, s'exprimant pour la première fois depuis l'arrivée d'Hélène, Sharon gère des projets complexes avec de multiples parties prenantes et des budgets à 7 chiffres. Le secteur non lucratif exige pas mal de réactivité, il met juste moins l'accent sur les marges bénéficiaires. Son ton était plaisant, presque conversationnel. Mais il y avait de l'acier en dessous, le genre que la plupart des gens ne remarquaient pas, car Maverick avait perfectionné l'art de paraître inoffensif. Le sourire d'Hélène ne faiblit pas. Bien sûr. Les associations sont si importantes. Même si j'imagine que le salaire doit être assez modeste comparé au secteur privé. Mais c'est le sacrifice que l'on fait par passion, n'est-ce pas? Elle passa à autre chose avant que je puisse répondre, son entourage la suivant comme des canetons. Jules tira sur ma manche. Maman, j'ai vraiment faim, est-ce que je peux prendre un de ces trucs qu'ils transportent? Le buffet avait été installé près de la zone VIP, un étalage éblouissant de mets délicats sous des lampes chauffantes. Jules glissait déjà de sa chaise quand Hélène se matérialisa à nouveau, comme invoquée par son intérêt. Oh, Jude! Elle s'accroupit à sa hauteur, sa robe s'étalant autour d'elle comme de l'or liquide. Je ne suis pas sûr que ces amuse-bouches soient tout à fait pour toi, mon chéri. Pourquoi? Demanda Jude, ingénu. Eh bien, le foie gras et le caviar sont des goûts très particuliers. J'ai peur que, n'ayant pas reçu une éducation du palais appropriée, tu les trouves difficiles à avaler. Elle pencha la tête avec une sympathie feinte. Je vais te dire, je vais demander à la cuisine de te préparer quelque chose de plus amical. Que dirais-tu de spaghettis? Ou de poulet frit? Je suis sûr que tu as plus l'habitude de cela à la maison. L'insinuation flottait dans l'air comme une fumée épaisse, ta famille ne connaît que la restauration rapide et les plats simples. Vous n'avez pas votre place à cette table, ni littéralement, ni figurativement. Jude semblait confus. Mais j'aime essayer de nouvelles choses. Ce n'est pas nécessaire, Hélène. Je me levai, posant ma main sur l'épaule de Jude. Ma voix était calme, mais ferme. Les enfants resteront ici et mangeront avec leurs parents. Nous apprenons à nos enfants à tout expérimenter. Ils n'ont pas besoin d'être mis à part. Pour la première fois, le sourire d'Hélène se fendilla légèrement. Je ne faisais qu'essayer d'aider. Nous n'avons pas besoin d'aide. Je raccompagnai Jude vers sa chaise. Mais merci. Hélène se redressa, son expression se refroidissant de plusieurs degrés. Elle jeta un coup d'œil à Maverick, s'attendant peut-être à ce qu'il me contredise, à ce qu'il s'excuse pour l'entêtement de sa femme. Mais Maverick se contenta de lui sourire avec douceur, de ce sourire qu'il adressait à tout le monde, agréable, oubliable, et totalement indéchiffrable. Comme vous voudrez, finit par dire Hélène, bien que je détesterais que les enfants ne soient pas à l'aise. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et un jugement non dit. Le silence tomba sur la table. Où il a tripoté sa serviette. L'enthousiasme de Jude s'était considérablement éteint. De l'autre côté de la terrasse, Reed restait absorbé dans sa bulle VIP, riant et portant des toasts, ignorant complètement ou feignant de l'être que sa fiancée traitait sa famille comme des citoyens de seconde zone. Maverick se pencha vers Jude. « Eh, fiston, tu veux savoir un secret ?» Jude hocha la tête. « La meilleure nourriture dans les fêtes, c'est toujours ce que tu aimes le plus. Peu importe que ce soit du caviar ou des nuggets de poulet. Si ça te rend heureux, c'est ce qu'il y a de meilleur, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Et entre toi et moi, je préférerais un bon burger à des œufs de poisson n'importe quand. » Jude gloussa, retrouvant un peu de son éclat. Mais je vis la façon dont le regard de Maverick suivait Hélène à travers la terrasse, et la façon dont sa mâchoire se serrait, juste un peu plus fort. Mon mari était beaucoup de choses patient, observateur, long à la colère, mais il était aussi farouchement protecteur. Et quelqu'un venait d'insulter ses enfants.
J'avais le sentiment qu'Hélène n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. La fête avait atteint son apogée à 8h moins 10. À notre table, j'étais en train d'expliquer à Jude pourquoi il ne pouvait pas avoir un troisième canapé quand j'ai remarqué la chaise vide de Willa. Ma fille s'était absentée pour aller aux toilettes 10 minutes plus tôt. Le nœud dans mon estomac se serra. Je me levai, cherchant dans la foule sa tête blonde et son gilet Ralph Lauren vintage. Celui que j'avais trouvé en parfait état, d'une qualité supérieure à tout ce qu'il y avait dans le placard d'Hélène. Puis je la vis. Willa revenait vers notre coin sombre, mais quelque chose n'allait pas. Ses épaules étaient voûtées, ses bras serrés contre elle comme si elle essayait de disparaître. Même d'ici, je pouvais voir la rougeur autour de ses yeux, sa façon de scier trop vite. Elle se glissa sur sa chaise sans me regarder. Willa ? Je me penchai vers elle, baissant la voix. Ma puce, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle secoua la tête, la mâchoire contractée. C'est à ce moment-là que je sus que c'était grave. Willa ne pleure pas facilement, elle est trop comme moi, elle garde tout à l'intérieur jusqu'à ce que ça craque. Chérie, parle-moi. Sa voix sortit étranglée, à peine au-dessus d'un murmure. Est-ce qu'on peut juste rentrer à la maison ? Mon cœur se brisa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des gamines. Elle déglutit avec peine. Il y avait ces filles près des toilettes. Elles avaient peut-être 12 ou 13 ans. Elles ont montré mes chaussures du doigt. Je regardais ses pieds. Des ballerines en daim, d'un taupe doux, une silhouette classique, usée mais bien entretenue. Je les avais achetées dans une boutique vintage du Vermont parce qu'elles étaient d'une qualité réelle, le genre qui dure, m'avait-on dit. La voix de Willa se brisa. Elles ont dit que je portais des chaussures de pauvre. Elles ont demandé si on les avait trouvées dans un bac de dons parce qu'elles avaient l'air vieilles. La rage qui m'envahit fut immédiate et incandescente. Ma fille de 9 ans, ma fille sensible et brillante qui lit avec 3 niveaux d'avance et fait du bénévolat au refuge pour animaux chaque week-end. Moquée. Pour des chaussures. J'allais lui prendre la main, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, j'entendis le cliquetis de talons sur le marbre. Hélène se matérialisa à notre table comme un requin sentant le sang. Oh là là, est-ce que tout va bien ? Sa voix dégoulinait d'une fausse inquiétude, assez forte pour attirer l'attention des tables voisines. Plusieurs invités se tournèrent, leur coupe de champagne figée à mi-chemin. Ça va très bien, dis-je sèchement. Vous êtes sûr ? Parce que Willa a l'air bouleversée. Hélène pencha la tête, son expression étant un masque de sympathie bien exercé. Il s'est passé quelque chose ? J'ouvris la bouche, mais Willa parla la première, d'une petite voix. Des filles se sont moquées de mes chaussures. Le regard d'Hélène descendit vers les ballerines en daim de Willa, et je le vis, cette microseconde de satisfaction avant qu'elle ne compose un visage compréhensif. Oh, ma chérie. Elle s'accroupit, se mettant à la hauteur de Willa dans une mise en scène de compassion. Tu sais, les enfants ici sont élevés différemment. Leurs parents sont des chefs d'entreprise, des philanthropes. Ces enfants sont préparés pour Yale, pour Harvard. Ils ont des critères très raffinés. Mes doigts se crispèrent en poing sous la table. Hélène continua, sa voix prenant un ton professoral. Honnêtement, Sharon, je m'en inquiétais. Les enfants. Ils ne sont pas habitués à, à être dans des environnements comme celui-ci. Vivre si isolés dans le Vermont, sans exposition régulière à des cadres sociaux appropriés. Elle soupira, secouant la tête. Cela provoque un choc culturel. Ils ne comprennent pas les attentes. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Elle ne défendait pas Willa, elle défendait les harceleuses. Peut-être que la prochaine fois, dit Hélène en se levant et en lissant sa robe. Tu pourrais mieux les préparer ? T'assurer que leurs vêtements sont plus appropriés pour l'occasion ? Cela éviterait à tout le monde ces moments gênants. La foule regardait, maintenant. Je pouvais sentir leurs yeux sur nous, sur mes enfants, nous jugeant. L'insinuation d'Hélène était claire comme de l'eau de roche, c'est ta faute, Sharon. Tu as amené tes enfants bouseux dans un endroit où ils n'ont pas leur place, tu les as habillés comme des cas sociaux, et maintenant tout le monde est mal à l'aise. Je tremblais. J'avais envie de hurler. De lui dire exactement ce que je pensais d'elle et de ses critères raffinés. De la traîner dehors. Mais j'étais figé. Parce que Reed était là, quelque part dans cette foule, et que c'était mon frère. Mon seul frère. Si je faisais une scène,
si je provoquais un chaos à sa fête de fiançailles, je serais la méchante de l'histoire. Je me levai brusquement, ma chaise grinçant contre le sol. Le sourire d'Hélène s'élargit. Victorieuse. Elle pensait avoir gagné. C'est alors que Maverick se leva. Le changement en lui fut immédiat et terrifiant. L'homme doux et calme qui avait passé le dîner à manger ses pâtes en silence avait disparu. L'air autour de lui semblait avoir chuté de 10 degrés. Il se redressa de toute sa taille, bougeant avec une précision contrôlée qui forçait instinctivement les gens à reculer. Il ne dit pas un mot. Il resta simplement là, une main ajustant le bouton de sa veste de costume qui lui allait comme si elle avait été peinte sur lui. Le silence se propagea comme des ondes sur l'eau. Les conversations moururent au milieu des phrases. Les vers cessèrent de s'entrechoquer. Maverick ne regarda pas Hélène. Il me regarda, moi. Ses yeux bleus étaient calmes, froids et totalement concentrés. Il y avait une question en eux, celle que nous nous étions posée 1000 fois en 17 ans de vie commune, en as-tu assez? C'était le même regard qu'il m'avait lancé le jour où je lui avais parlé du harcèlement à mon ancien travail. Le même regard qu'il avait eu juste avant de passer discrètement un coup de fil qui s'était soldé par un audit de mon ancien patron par le fisc. Maverick ne proférait pas de menaces. Il n'en avait pas besoin. Je pensais aux yeux rouges de Willa. À la confusion de Jude quand il n'avait pas pu avoir de burger. Au fait d'avoir été relégué dans un coin sombre pendant qu'Hélène paradait dans une robe coûtant plus cher que notre budget mensuel de course. Je pensais à mon frère, pour qui j'avais fait 4 heures de route, et qui n'était pas venu une seule fois prendre de nos nouvelles. Je regardais Maverick et hochais la tête. La décision était prise. Le sourire d'Hélène vacilla alors qu'elle réalisait que quelque chose avait basculé. Elle fit un petit pas en arrière, ses yeux faisant la navette entre nous, soudain incertaine. L'expression de Maverick ne changea pas. Il se pencha, aidant Willa à se lever de sa chaise avec une infinie douceur, puis fit de même pour Jude. « Nous partons, dis-je, ma voix étant désormais assurée. Et à cet instant, avec la force silencieuse de mon mari derrière moi et les mains de mes enfants dans les miennes, je choisis leur dignité plutôt que la fête de mon frère. Je choisis de nous protéger, nous. Plusieurs conversations à proximité s'interrompirent. Je pouvais sentir la tension se déplacer vers nous, les murmures commençaient. L'incertitude d'Hélène s'évapora instantanément, remplacée par un triomphe à peine dissimulé. Elle se redressa, son sourire ultra brillant revenant en force. Vous savez quoi? Je pense que c'est probablement la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre en ce moment. Sa voix portait, s'adressant au public croissant d'invités qui faisaient semblant de ne pas regarder. C'est ma maison, après tout. La mienne est celle de Reed. Je dois maintenir une certaine image. Pour nos partenaires commerciaux. Nos investisseurs. Elle accentua ces derniers mots, les laissant tomber comme des pierres. Ma maison. Ma maison. Ma maison. La revendication flottait dans l'air, territoriale et absolue. Elle ne nous renvoyait pas simplement, elle nous expulsait. De son domaine. Comme si nous étions des intrus ayant abusé de son hospitalité. Je ramassai le petit sac à main de Willa quand je saisis un éclat sur le visage de Maverick. Pas de la colère. Pas de l'indignation. Un rictus. Il disparut en un instant, si rapide que je crus presque l'avoir imaginé, mais je connaissais mon mari. Je n'avais vu cette expression qu'exactement 3 fois durant notre mariage. Une fois avant qu'il ne négocie une OPA hostile, une fois avant qu'il ne démantèle méthodiquement un concurrent qui avait tenté de débaucher toute son équipe de direction, et une fois avant qu'il ne surenchérisse face à un oligarque russe pour une propriété à Manhattan, juste pour le principe. C'était le regard d'un homme à qui l'on venait de donner exactement ce qu'il voulait. Sharon? Sharon? La voix de Reed coupa les murmures de la foule. Il fendait les invités, le visage rouge et confus, la cravate légèrement de travers. Il avait l'air fatigué, de cette fatigue profonde qui vient de l'effort pour sauver les apparences toute une nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il atteignit notre table, les yeux naviguant entre Hélène et moi. Pourquoi partez-vous déjà? Hélène changea immédiatement de ton, portant sa main à sa poitrine dans un geste d'innocence blessée. Oh, Reed, chérie, ce n'est pas enfin, Sharon a dit qu'elle voulait partir. Je pense qu'elle n'est tout simplement pas à l'aise ici? L'ambiance n'est pas vraiment. Elle laissa sa phrase en suspens avec délicatesse, le laissant combler les blancs. L'implication était claire,
ta sœur ne s'intègre pas à notre milieu. Le visage de Reed se décomposa, entre culpabilité et confusion. Sharon, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que tu te sentes. Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant sous le stress. Peut-être que tu devrais ramener les enfants à l'hôtel? Les laisser se reposer. Tu dois être fatigué par la route. Il s'excusait. Auprès de moi. Pour le comportement d'Hélène. Et il n'en avait aucune idée. Mon frère, debout dans le grand foyer de ce manoir, entouré de cristal, de marbre et de fleurs importées, croyait réellement qu'il habitait ici. Il croyait que c'était sa maison, sa fête, sa vie. Il n'avait aucune idée que chaque meuble sur lequel il se prélassait, chaque pièce où il recevait, chaque centimètre de ce partenariat avec Hélène n'existait que parce que Maverick avait décidé d'être généreux 3 ans plus tôt. Reed pensait être l'hôte, le maître de maison. En réalité, il n'était qu'un locataire, dont le bail était sur le point d'expirer. C'est bon, Reed, dis-je doucement, glissant mon bras autour des épaules de Willa. Nous allons vous laisser. Non, non, ce n'est pas bon. Il était agité maintenant, conscient que les gens regardaient, que cela ne donnait pas une bonne image. Vous avez fait tout ce chemin, je voulais que vous soyez là. Reed, mon cœur. Hélène toucha son bras, sa voix douce comme du miel. Laisse-les partir. Sharon veut manifestement s'en aller, et nous avons des invités dont nous devons nous occuper. Les Castellano posaient des questions sur le calendrier d'investissement. Et elle l'entraînait ailleurs, détournant son attention comme elle le faisait toujours. Les épaules de Reed s'affaissèrent, vaincues. Il me lança un dernier regard désolé avant de se laisser reconduire vers le centre de la fête, vers les lumières, les rires et les gens qui comptaient dans le monde d'Hélène. Maverick restait silencieux à mes côtés, aidant Judas à enfiler sa veste avec un soin méthodique. Mais je le vis à nouveau, ce minuscule tressaillement au coin de sa bouche quand Hélène avait dit « ma maison ». « Maverick » murmurai-je alors que nous nous dirigions vers la porte. « Pas encore », dit-il doucement. Sa voix était calme, presque agréable, mais il y avait quelque chose en dessous qui me fit dresser les poils sur la nuque. Nous étions presque au foyer quand la voix d'Hélène résonna derrière nous, claire et théâtrale. « Bonne route. » Et Sharon. Peut-être que la prochaine fois, vous pourriez nous demander conseil pour les vêtements des enfants? Je connais quelques boutiques merveilleuses qui ne sont pas trop chères. Le rire qui suivit fut poli mais bien présent. Plusieurs invités regardaient ouvertement maintenant, coupe de champagne à la main, divertis par le spectacle. La main de Willa se serra dans la mienne. Maverick s'arrêta de marcher. Il ne se retourna pas, ne réagit pas visiblement. Mais quelque chose changea dans l'air, une variation de pression, comme juste avant qu'un orage n'éclate. Il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. Le mouvement était décontracté, sans hâte. Il tapota l'écran quelques fois, faisant défiler quelque chose. En fait, dit-il, sa voix portant sans effort à travers le foyer de marbre. Avant de partir, il y a quelque chose que je dois discuter avec Reed. La pièce devint silencieuse. Le sourire d'Hélène se figea. Je vous demande pardon? Maverick se retourna enfin, et l'expression de son visage était avenante. Professionnelle. L'expression de quelqu'un sur le point de discuter d'un détail mineur de contrat. Reed? Appela Théil. Pourrais-tu venir ici un instant? C'est au sujet de la maison. Mon frère émergea de nouveau de la foule, l'air cette fois complètement hébété. La maison? Qu'est-ce qu'il y a? Le bail, dit simplement Maverick. Je voulais te donner le préavis en personne, puisque nous sommes tous réunis. Reed sia. Le préavis? Quel préavis? Et, d'un coup, le piège se referma. Le bruit de la fête sembla s'estomper en un bourdonnement sourd alors que Maverick faisait un pas en avant. Il y avait quelque chose de différent chez lui. L'écrivain calme et aimable avait disparu, remplacé par quelqu'un qui bougeait avec l'assurance d'un homme ayant passé des décennies dans des salles de conseil d'administration, là où des millions changeaient de main d'une simple signature. Reed, dit Maverick, sa voix basse mais empreinte d'une autorité qui fit se retourner plusieurs invités. Te souviens-tu du nom de la société mère sur le bail que tu as signé? Mon frère sia. La confusion remplaçait l'embarras qui se lisait sur son visage quelques instants plus tôt. Quoi? Pourquoi cela maintenant? Réponds simplement à la question, dit Maverick, d'un ton patient mais inflexible.
Le front de Reed se plissa alors qu'il fouillait dans sa mémoire. Je crois que c'est Ironwood Holdings? Honnêtement, je ne me souviens pas des détails. J'ai juste signé via l'agent immobilier il y a 3 ans. Y a-t-il un problème avec la gestion de la propriété ou autre chose? Le coin de la bouche de Maverick tressaillit, pas tout à fait un sourire, mais presque. Il sortit son téléphone avec une lenteur délibérée, fit défiler l'écran un instant, puis tourna l'écran vers Reed. Lis. À haute voix. Reed se pencha, plissant les yeux vers le texte illuminé. Ses lèvres bougèrent en silence d'abord. Puis sa voix émergea, tremblante et confuse. Directive interne, datée d'avril 2020. De V. Miller, président. Objet, exception pour le comte Foster. Il marqua une pause, son visage devenant livide. Approuver l'exception pour le dossier résidentiel de Reed Foster. Geler les tarifs de location de 2020 indéfiniment, indépendamment des ajustements du marché. Toute différence entre le tarif gelé et la valeur actuelle du marché doit être comptabilisée sur le compte d'ajustement caritatif familial du président. Le silence qui suivit fut absolu. Même le quatuor à cordes sembla pressentir qu'un événement monumental se produisait et laissa mourir sa musique, plongeant la terrasse dans une immobilité mortelle. Je ne. La voix de Reed se brisa. Qu'est-ce que cela signifie? Hélène était devenue totalement immobile à ses côtés, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres. Je vis la compréhension poindre sur son visage lentement d'abord, puis d'un coup, comme on regarde la glace se fissurer sur un étang gelé. Cela signifie, dit Maverick, sa voix résonnant clairement à travers l'assemblée soudain muette, que le style de vie luxueux dont vous jouissez depuis 3 ans a été subventionné. Massivement subventionné. Le prix du marché pour cette propriété est actuellement de 4200 $ par mois. Vous payez 2800 $, le tarif gelé de 2020. C'est une différence de 16 800 $ par an. Sur 3 ans, cela représente 50 400 $ de charité effective. Reed recula d'un pas comme s'il avait été physiquement frappé. Non, non. Ce n'est pas j'ai les moyens pour cet endroit. Je gagne bien ma vie. Tu gagnes un bon salaire, rectifia Maverick doucement. Mais tu n'es pas riche, Reed. Tu es ce que les conseillers financiers appellent un Henry, earner, not rich yet, au revenu, mais pas encore riche. Tu dépenses tout ce que tu gagnes pour essayer de maintenir une image qui est au-dessus de tes moyens réels. Sans cette subvention, tu ne pourrais pas te permettre cette adresse. Tu ne pourrais certainement pas te le permettre tout en finançant ses vacances en Europe, la location de voitures de luxe et l'adhésion au country club sur laquelle Hélène a insisté. Je regardais le visage de mon frère s'effondrer. Je le vis réaliser que chaque commentaire dédaigneux qu'Hélène avait fait sur les gens qui ne comprenaient pas la qualité, chaque remarque méprisante sur le fait de connaître sa place dans le monde. Tout cela reposait sur des fondations de charité. La charité de l'homme qu'elle s'était amusée à moquer toute la soirée. Maverick se tourna vers Hélène, dont le visage était passé de sa superbe habituelle à quelque chose de brut et de vulnérable. Vous avez raison sur un point, Hélène. La classe ne peut pas être simulée. La vraie classe n'est pas une question de griffe de créateur, de savoir quelle fourchette utiliser ou de s'assurer que tout le monde voit votre montre coûteuse. La vraie classe est une question de caractère, de la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Autour de nous, les invités restaient pétrifiés, leurs cocktails oubliés. Cette classe dont vous êtes si fiers depuis 3 ans, cette adresse, ce mode de vie, ce rang social. Tout cela a été financé par la charité de ma famille. Chaque fois que vous regardiez quelqu'un de haut parce qu'il portait du LLBan au lieu de Louis Vuitton, chaque fois que vous jugiez la valeur de quelqu'un à ses vêtements ou sa voiture, vous le faisiez depuis une position que vous n'aviez pas réellement acquise. Vous viviez sur une élégance empruntée. La coupe de champagne d'Hélène glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Personne ne bougea pour ramasser les débris. Maintenant, continua Maverick, et sa voix prit ce ton net et professionnel que je ne lui avais entendu utiliser que lors des rares appels téléphoniques qu'il ne pouvait éviter. En tant que président et propriétaire majoritaire d'Ironwood Holdings, je vous informe formellement, Reed Foster, que j'exerce mon droit de non-renouvellement tel qu'énoncé à la section 12, paragraphe 3 de votre contrat de bail. Votre bail actuel expire le 30 du mois prochain. Vous avez exactement 30 jours pour trouver un autre logement qui corresponde à votre budget réel. Le processus de reprise de possession de la propriété se déroulera conformément aux lois de l'État du Connecticut et au terme de votre contrat.
Maverick, s'il te plaît. La voix de Reed se brisa. Tu ne peux pas simplement. Je ne t'expulse pas, dit Maverick, et il y avait presque de la gentillesse dans sa voix maintenant. Ce serait cruel et inutile. Je décline simplement le renouvellement de ton bail à la fin de son terme naturel, ce qui est mon droit légal en tant que propriétaire. 30 jours sont amplement suffisants pour trouver un logement approprié. Je suggérerais de regarder les lotissements près de la route 7. De beaux endroits. De bonnes écoles à proximité. Bien plus en phase avec ton niveau de revenu actuel. Il glissa son téléphone dans sa poche, ces mêmes poches de pantalon kaki qu'Hélène avait raillées plus tôt pour leur côté tragiquement banlieusard, et prit ma main. Quant à la question de savoir à qui appartient cette maison, dit-il en jetant un coup d'œil à Hélène avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, je pense que nous l'avons établi de manière définitive. Mais ne vous inquiétez pas, il vous reste 30 jours pour en profiter. Je vous suggère d'en tirer le meilleur parti. La foule s'écarta alors que nous nous dirigions vers la porte, tout le monde s'intéressant soudainement de très près à ses chaussures ou à son verre. Je pouvais sentir leur regard dans notre dos, et presque entendre les recalculs mentaux de ces gens réévaluant tout ce qu'ils avaient présumé sur ce couple tranquille aux vêtements pratiques. À la porte, Reed nous rattrapa, le visage baigné de larmes. Maverick, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que tu étais. Maverick s'arrêta et se retourna. Sa main vint se poser sur l'épaule de Reed, sans méchanceté mais avec fermeté. Je sais que tu ne savais pas. C'était intentionnel. Mais Reed, tu dois comprendre quelque chose. Ta valeur en tant que personne n'a rien à voir avec cette adresse, cette voiture ou tout le reste. Quand tu auras compris où réside ta véritable valeur. Quand tu pourras la voir en toi sans avoir besoin de ces accessoires coûteux pour le prouver. Alors nous parlerons. Nous parlerons vraiment. Mais d'ici là. Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. L'air frais de la nuit frappa mon visage alors que nous sortions, et je pris une profonde inspiration qui me sembla être la première véritable bouffée d'air depuis des heures. Derrière nous, le manoir brillait d'une lumière chaleureuse, mais cette chaleur était trompeuse. Je pouvais encore sentir le froid du jugement qui avait imprégné chaque recoin. La main de Willa serra la mienne alors que nous marchions vers la voiture. « Maman, on part sans dire au revoir ?» Parfois, lui dis-je, le meilleur au revoir est de simplement partir la tête haute. Jude sautillait presque sur place, sa détresse de tout à l'heure oubliée dans l'excitation de ce départ spectaculaire. Papa était trop cool. Tu as vu la tête de tante Hélène? On aurait dit qu'elle avait avalé un citron. Jude, dis-je, mais sans réelle réprimande dans la voix. Maverick déverrouilla la voiture, notre Subaru pratique de 7 ans, avec la bosse sur le pare-choc arrière datant du jour où j'avais mal calculé la distance avec le mur du garage, et nous sommes tous montés. Alors qu'il démarrait le moteur, je jetai un dernier coup d'œil au manoir. À travers les hautes fenêtres, je voyais des silhouettes s'agiter, se rassembler, disséquant sans doute tout ce qui venait de se passer. Reed se tenait sur les marches du perron, Hélène était introuvable. J'ai presque de la peine pour lui, murmurai-je. Ne sois pas désolé, dit Maverick en sortant de l'allée circulaire. C'est la chose la plus gentille que je pouvais faire pour lui. Il vivait dans un fantasme, et les fantasmes finissent toujours par s'arrêter. Mieux vaut y mettre fin maintenant, selon nos termes, plutôt que de le laisser s'écraser encore plus violemment plus tard. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes, laissant derrière nous la perfection artificielle de Riverside. Puis, la petite voix de Willa s'éleva de la banquette arrière. « Papa? Est-ce qu'on est plus riche que mademoiselle Hélène ?» Je me tournai sur mon siège pour la regarder. À la lumière des lampadaires, son visage était pensif, elle n'était pas fière ou arrogante, elle essayait juste de comprendre. « Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?» continua-t-elle. « Quand elle était méchante avec nos vêtements ?» Maverick croisa son regard dans le rétroviseur, et je vis ce sourire doux dont j'étais tombée amoureuse il y a toutes ces années. « C'est une bonne question, ma puce. Voilà le secret, être riche, ce n'est pas frimer ou s'assurer que tout le monde sache combien d'argent on a. Ce n'est certainement pas crier sur les serveurs ou faire en sorte que les gens se sentent petits. » Il s'arrêta à un feu rouge, prenant le temps de se retourner pour regarder les deux enfants. La vraie richesse, la richesse réelle, c'est d'avoir le pouvoir de protéger sa famille et de remettre les choses à leur place sans avoir besoin de hausser la voix. C'est être assez sûr de qui l'on est pour ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Aujourd'hui, j'ai donné à mademoiselle Hélène une leçon de respect, quelque chose que tout son argent et ses vêtements de créateur ne pourront jamais lui acheter.
Mais elle a été si méchante avec toi, dit Willa d'une petite voix. Elle a dit que ta veste était tragique. C'est vrai, admit Maverick en faisant face à la route alors que le feu passait au vert. Et tu sais quoi? C'est une veste de chez LL qui a 10 ans. Les coudières s'éliment, et ce n'est probablement pas ce qu'on appellerait être à la mode. Mais elle est confortable, elle me tient chaud, et elle me rappelle qui je suis vraiment sous les costumes de travail et les réunions de direction. Parfois, la chose la plus chère que l'on puisse porter, c'est l'authenticité. Jude, qui était resté exceptionnellement calme, demanda soudain, qu'est-ce qui va se passer pour l'oncle Reed et tante Hélène? Je réfléchis soigneusement à la question. Ils vont devoir apprendre à se débrouiller seuls, à construire une vie basée sur ce qu'ils possèdent réellement, et non sur ce qu'ils prétendent avoir. Est-ce que l'oncle Reed ira bien? Demanda Willa. Avec le temps, oui, répondis-je, et je le croyais vraiment. Votre oncle est intelligent et capable quand il n'essaie pas désespérément d'impressionner les gens. C'est peut-être le signal d'alarme dont il a besoin. Quant à Hélène. Ma voix s'estompa, incertaine. Elle a fait ses choix, finit Maverick calmement. Nous en faisons tous. Et ensuite, nous devons vivre avec. Les lumières de Riverside disparurent derrière nous, laissant place à des routes plus sombres, des arbres plus anciens, le Connecticut authentique qui existait au-delà de la perfection manufacturée des enclaves de l'argent frais. Nos phares traçaient un chemin à travers l'obscurité grandissante, nous ramenant chez nous. Pas vers un manoir nécessitant un fonds fiduciaire pour être entretenu, mais vers notre ferme du Vermont, avec ses planchers qui craquent, ses fenêtres qui laissent passer l'air et son jardin où nous faisions pousser de vrais légumes. Willa bâilla, sa tête retombant contre l'épaule de Jude. Dans le rétroviseur, je regardais mes enfants s'installer dans le silence confortable d'un trajet de retour, le drame s'effaçait déjà de leur esprit. Ils se souviendraient de cette nuit, je le savais, mais pas comme d'un traumatisme. Comme d'une leçon. La main de Maverick trouva la mienne sur la console centrale, ses doigts calleux d'écrivain s'entrelaçant aux miens. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous avions traversé la tempête ensemble, protégé nos enfants et nous étions repartis avec notre dignité intacte. Nous n'avions pas gagné parce que nous avions plus d'argent. Nous avions gagné parce que nous savions qui nous étions, et aucun jugement provenant de personnes vivant au-dessus de leurs moyens ne pourrait changer cela. La voiture nous portait vers l'avant, dans la nuit paisible, laissant derrière nous la façade scintillante d'une élégance empruntée pour nous diriger vers quelque chose de réel.